Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Institutionnaliser la clientèle privée pour accéder aux actifs non cotés. Estelle Dola, CEO et cofondatrice, et Jacques Ita, board member de Private Corner. Nous, tous les 5 ans, vous savez que la boîte, vous pouvez dire elle n'est pas transparente, mais tous les 5 ans, la boîte elle est décortiquée. 2, moi je suis d'accord que la liquidité c'est quelque chose qui paraît important, mais c'est plus théorique que pratique. C'est-à-dire que 95% des particuliers qui jouent en bourse, ils gardent leur portefeuille plusieurs années. Quand on a ce niveau de fees beaucoup plus élevé que ceux de l'instit sur des fonds qui durent 10 ans, naturellement, ce que tu restitues au client est largement dégradé, quand bien même la création de valeur brute est là au niveau du portefeuille. Donc cette approche institutionnalisation, c'est vraiment essayer de répliquer l'expérience de l'investisseur institutionnel pour le client privé. C'est un épisode qui dévoile beaucoup de secrets sur l'accès aux fonds Tier 1 dans le non-coté, le private equity, la dette privée ou encore l'infrastructure. Nous soulevons le drap avec Estelle et Jacques sur des sujets comme les share classes, les bons gérants, les distributeurs ou encore les fees. L'occasion aussi de faire quelques piqûres de rappel sur la constitution d'un portefeuille de private assets entre diversification, transparence et liquidité. Nous parlons de l'offre de Private Corner, du lancement et de la structuration de la société de gestion qui sert une communauté passionnée de distributeurs. Nous avons associé Jacques à cette discussion pour toutes ses connaissances d'un marché où il navigue depuis plus de 20 ans et pour son franc-parler qui décoiffe. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Estelle et Jacques. Bonjour Solène. Bonjour Solène. Merci beaucoup pour votre disponibilité ce matin pour retourner dans le private equity, une classe d'actifs, les private assets, une classe d'actifs que j'aime beaucoup. J'aimerais s'il vous plaît que vous vous présentiez aux auditeurs, s'il vous plaît. Donc pour ma part, j'ai 45 ans, 3 enfants. J'ai fait une école de commerce suite à laquelle j'ai commencé en audit d'asset management spécialisé sur les actifs non cotés. Donc KPMG, j'ai passé 4 ans chez KPMG. À l'issue de cette expérience, j'ai rejoint une société de gestion en tant que DAF, puis secrétaire général, chez qui j'ai passé 12 ans. À l'issue de cette expérience, j'ai rejoint un prestataire de services leader sur son marché qui s'appelle Alterdomus en tant que directrice des opérations pour le bureau parisien. Au cours de cette expérience, donc chez Alterdomus, qui était concomitante avec la publication de la loi Pacte, j'ai eu l'idée de créer Private Corner sur 2 constats assez simples. Les besoins d'un côté des spécialistes de la gestion de fortune et de patrimoine d'aller outiller et équiper leurs clients sur des actifs non cotés de la meilleure qualité qui soit, au meilleur prix et avec l'assurance d'avoir du reporting. Et de l'autre côté, donc mes clients de l'époque, qui n'étaient que des sociétés de gestion qui s'adressaient à une clientèle institutionnelle ou grande fortune, et qui souhaitaient développer leur base d'investisseurs auprès de la clientèle privée. Et donc, c'est là qu'est née l'idée de créer Private Corner comme un trait d'union entre 2 mondes qui se parlaient pas ou peu, avec pour ambition d'institutionnaliser l'expérience du client privé sur le non-coté. Très intéressant, institutionnaliser l'expérience du client privé. On reviendra dessus. Jacques. Alors moi, donc, je suis marié, 2 enfants, 44 ans aussi. Je n'ai pas commencé par le private equity. Moi, j'ai d'abord été dans des grands cabinets d'avocats, que j'avais une double compétence, école de commerce et école de droit. Donc j'ai fait d'abord près de 3 ans à New York, dans un grand cabinet d'avocats. Après je suis rentré en France à nouveau dans les grands cabinets. Puis après j'ai fait les grands cabinets de conseil, en restructuration, en management et en stratégie. Et seulement à l'issue de ça, j'ai décidé de devenir entrepreneur. Et j'ai vu une faille en fait à ce moment-là. J'ai trouvé que les fonds de private equity n'étaient pas équipés de banquiers spécifiques à l'activité de private equity. Et donc j'ai créé une boutique M&A spécialisé dessus, notamment buy-side, dont je suis devenu le premier, on va dire, expert et spécialiste unique en Europe. Et à partir de là, j'ai commencé à être le premier avec la majorité des fonds sur toute l'Europe, puis après en infrastructure, puis après sur plusieurs types de classes d'actifs dans le private equity, de style private debt, de style démocratisation, preferred equity, etc., etc. Et donc aujourd'hui, je fais partie des 4-5 grands experts du private equity en Europe, je pense, et je représente
quasiment tous les plus grands fonds dans des villes. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux de vous être joints à cette discussion. Vous travaillez ensemble sur Private Corner, dont on va parler aujourd'hui. J'aimerais commencer par une question qui me taraude. En fait, j'avais réalisé ça en préparant un épisode avec Bill Kelly, qui est le CEO de Kaya Association. Je ne sais pas si vous voyez de quoi ça parle. Bon, c'est le CFA pour les actifs alternatifs, on va dire, en simple. Et en fait, en préparant cet épisode, je m'étais rendu compte que la part des actifs privés dans les portefeuilles des family office aux États-Unis était beaucoup plus large que en Europe, et ce historiquement, et que la part des private assets dans les portefeuilles des family office ou des clients high net worth en Europe augmentait, mais pas de façon aussi forte qu'aux États-Unis. Donc j'aurais aimé avoir votre éclairage, que vous expliquiez un petit peu quelles sont peut-être les contraintes qui s'exercent en Europe plus spécifiquement qu'aux États-Unis sur ces private assets, et puis peut-être rentrer dans le détail de ce qu'on qualifie de private assets pour vraiment donner un éclairage maximal à nos auditeurs. Alors, je dirais que déjà, on a une double contrainte. La première, c'est le nombre de family office qu'il y a en Europe. Les Américains, là-dessus, sont très en avance. D'abord parce que nos familles sont historiquement des héritiers. Oui. Et donc, ce sont des gens qui ont été historiquement défensifs sur le placement de leur argent, ont structuré des vraies équipes très, très tardivement. On voit, par exemple, que c'est seulement cette année que la famille Hermès va créer son family office pour investir dans le private equity. Les familles comme Bettencourt, Tétis, ça fait que 2-3 ans qu'ils existent vraiment dans le marché et qu'ils sont très actifs. Et donc, les plus grandes familles européennes se sont structurées pour investir en général que très récemment. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.